La plupart des histoires familiales, euh, ça ressemble un peu à la traversée d'un pont de singe. C'est une super métaphore, ça, hein. Ouais, parce que, en fait, on avance prudemment, on s'accroche aux cordes de la mémoire orale et on suppose simplement que les planches vont tenir le coup. Les planches, c'est les vieilles anecdotes racontées par les grands-parents, quoi. Exactement. Sauf que notre exploration d'aujourd'hui, elle détruit complètement cette approche. Totalement. On plonge au cœur des sources d'une enquête qu'on appelle le projet AAR. Et pour ce chercheur, la généalogie, c'est pas un album de souvenirs. Non, c'est plutôt de l'ingénierie structurelle. Voilà, de l'ingénierie. Si un document, un boulon de ce pont en quelque sorte, n'a pas été testé et validé par l'appareil d'État, il refuse de poser le pied dessus. Et le truc, c'est qu'on perd peut-être le réconfort du mythe familial, le côté romancé, mais on y gagne quelque chose de bien plus rare, une vérité clinique. Absolument. Alors, pour ceux qui nous écoutent, la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de reconstituer la vie d'un seul homme, le grand-père paternel du chercheur. Son nom complet, c'est Andrés Miguel Aronis Barroso. Un nom qu'on va retrouver sous l'acronyme AAB dans des milliers de pages de dossiers. C'est ça. Et pour être très clair sur ce qu'on a devant nous, c'est une montagne de matériel brut. On ne parle pas de mémoire écrite des années plus tard. Non, c'est de la paperasse pure et dure. Des registres d'état civil, des bulletins de recrutement militaire, des notes manuscrites, des archives d'entreprise. Mais ce qui rend cette plongée vraiment fascinante, c'est la règle d'or que le chercheur s'est imposée. Il sépare absolument tout en deux catégories totalement hermétiques. Et ça, c'est crucial pour comprendre la méthode. Oui, d'un côté, on a ce qui est accrédité, le fameux terme espagnol acreditado. C'est-à-dire que c'est prouvé de manière irréfutable par un document d'état primaire. Genre un acte de naissance officiel, une patente commerciale. Exactement. Et de l'autre côté, on a ce qui est pendiente, donc en attente, ou bien un simple indicio, un indice. Donc en gros, si c'est pas accrédité noir sur blanc, Ça n'entre pas dans l'histoire officielle. Point barre. Rien n'est inventé. C'est ce qui rend la démarche si exigeante, parce qu'il faut vraiment résister à cette tentation très humaine de combler les blancs soi-même. Fondation. Et là, géographiquement parlant, c'est déjà un vrai puzzle. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bon, décortiquons tout cela. Le dossier nous transporte direct dans le centre nord de l'Espagne, à Valladolid. On est le 30 novembre 1900. À 22h30, précisément. Ouais, la précision de ces registres est dingue. Il naît au numéro 12 de la rue Tudela, à l'étage principal. Et l'acte de naissance, l'inscription numéro 1094 du registre civil, révèle même un détail inédit. Ce fameux deuxième prénom. Voilà, Miguel. La famille l'avait complètement oublié depuis des décennies. Mais ce qui est fascinant ici sur ce document, c'est la provenance des parents. L'acte fige une réalité sociodémographique assez étonnante pour l'époque. Ah oui, c'est un vrai choc des géographies. Totalement. Le père Antonio Aronis Ramirez, c'est un commerçant de 50 ans et il vient de Murcia. Murcia, donc tout au sud-est de la péninsule ibérique. C'est ça. Et la mère, Blanca Barroso Solis, elle a 43 ans et elle arrive de Morón de la Frontera, dans la province de Séville. donc au sud-ouest. Attendez, on est en 1900. L'Espagne, c'est pas le réseau d'autoroutes ou les trains à grande vitesse d'aujourd'hui. Un commerçant de Murcie et une femme d'Andalousie qui se retrouvent à Valladolid, dans le nord, c'est un déplacement massif. C'est un voyage énorme pour l'époque, lui. Mais comment l'État peut-il garantir l'exactitude de toutes ces origines sur un simple acte de naissance local? Oui, José Aronis et Carmen Ramirez du côté paternel et Léon Barroso de Trujillo et Agapita Solis du côté maternel. C'est une mine d'or généalogique. Absolument, mais la clé de voûte de ce document, la raison pour laquelle le chercheur le classe immédiatement dans la catégorie accreditado, c'est la signature. La signature du père? Voilà. Antonio, le père, vient déclarer la naissance en personne et il signe le registre de sa propre main. Et ça, en 1900, c'est pas rien. Exactement. Dans un pays où l'analphabétisme était encore très présent, cette signature autographe, c'est un peu la donnée biométrique ultime de l'époque. Ça valide toute la généalogie ascendante d'un seul coup. Bon, là, on a un ancrage parfait, les origines sont scellées, mais si on suit la chronologie du dossier, la décennie suivante nous projette dans un scénario radicalement différent. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On quitte le confort de l'appartement de Valladolid pour le sable d'Afrique du Nord. On a un document officiel, le bulletin officiel de la province de Valladolid, le BOP, qui date du 10 novembre 1921. Qui confirme le recrutement militaire du jeune Ahab. C'est ça.
Il est assigné à la Caja de Recluta numéro 86. Et surtout, là on a le clou du spectacle, une photographie tirée de l'album familial. Une photo très célèbre dans la famille. Ouais. On y voit ce garçon d'à peine 21 ans, en uniforme militaire, et au dos, écrit de sa propre main, il y a cette note. Melilla 12-10-1922. Donc le 12 octobre 1922. L'épicentre de la guerre du Rif. Mais carrément. Donc là, franchement, je me dis que la méthodologie stricte, elle ne peut que s'incliner, non? On a l'uniforme, la ville, la date exacte au dos de la photo. Voilà, la preuve définitive de sa participation à la campagne marocaine. Eh bien, c'est exactement là qu'il faut freiner nos ardeurs. Attendez sérieusement. Vous allez me dire qu'une photo de lui en uniforme à Melilla en 1922, c'est pas une preuve. Dans n'importe quel arbre généalogique amateur, oui, cette photo trônerait avec la légende héros de la guerre du Rif. Mais selon les règles d'ingénierie strictes du projet AR, c'est formellement rejeté comme preuve de participation au combat. Non mais, c'est presque de l'entêtement à ce niveau-là. Pourquoi on refuserait une déduction aussi évidente? Parce que visuel ne veut pas dire institutionnel. Il faut vraiment se replacer dans le contexte historique. En 1922, l'Espagne est complètement traumatisée par le désastre d'Anoual qui a eu lieu l'année précédente dans le Rif. Ah oui, des milliers de soldats espagnols ont été massacrés. Exactement. Donc la présence militaire à Melilla, elle est massive à ce moment-là. Alors oui, la photographie prouve qu'il portait un uniforme, l'inscription prouve qu'il a associé cette image à Melilla à cette date précise. D'accord. Le chercheur classe d'ailleurs cela comme un indicio muy fuerte, un indice très fort. Mais est-ce qu'il a vu le front? Est-ce qu'il a tiré un seul coup de feu? Ah, je vois. Il a envoyé la photo alors qu'il était en garnison, disons, beaucoup plus loin du danger. La photo, elle ne répond à aucune de ces questions. Donc, en gros, pour transformer cet indice très fort en un fait accréditado, que doit faire le chercheur? Il doit s'en remettre à la lourde machine bureaucratique de l'armée. Il a ouvert une requête officielle auprès des archives générales militaires de Ségovie, l'AGMS. C'est là que sont les dossiers individuels, c'est ça? Voilà, il conserve ce qu'on appelle les hojas de servicios, les états de service hyper détaillés. Et tant que ce dossier officiel n'aura pas été dépoussiéré et qu'il n'aura pas confirmé le régiment exact et les actions de campagne, le fait reste classé comme pendiente, en attente. C'est dingue. C'est fondamental. C'est vraiment la ligne de défense du projet contre la romance et la fictionnalisation de nos ancêtres. Je l'admets. C'est une ascèse intellectuelle assez impressionnante. Il faut vraiment accepter de vivre avec le silence des archives et refuser la gratification immédiate de se raconter une belle histoire. Et du silence, on va en croiser un autre bien plus assourdissant. Ah oui, la France. Parce que si les archives militaires espagnoles sont longues à répondre, que se passe-t-il quand Huger disparaît purement et simplement des radars espagnols? Autour de 1931, notre homme refait surface à Lyon. Oui, un séjour très documenté par la suite. On sait qu'il réside à Lyon, qu'il se lie d'amitié avec un certain Eduardo Vélez Calderón, un ami qui restera d'ailleurs très proche de la famille par la suite. Mais surtout, c'est à Lyon qu'il rencontre Gabrielle Antoinette Réverchon. Qu'on va retrouver sous l'acronyme ARR dans les futurs dossiers espagnols. Exactement. Antoinette, quand le chercheur s'est penché sur les documents d'état civil français d'Antoinette, il s'est heurté à un mur de briques. Un mur vertigineux. Pour quiconque a déjà fait un peu de généalogie, c'est vraiment la frustration ultime. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Racontez-nous ce qu'il a trouvé. Eh bien, il a localisé l'acte 394 des archives municipales de Lyon, daté du 12 juin 1902. Ça documente la naissance d'Antoinette, au numéro 3 de la rue du Doyenné. La mère est bien identifiée, elle s'appelle Marie-Félicie Reverchon, elle a 27 ans et elle est déclarée, je cite, « sans profession ». Mais la case du père? La case du père est tragiquement vide. Ah ouais, le vide absolu. Antoinette est officiellement déclarée comme enfant naturel. En 1902, en France, cette simple appellation administrative, ça scelle une identité. Le père n'existe pas pour l'État. Le dossier d'analyse qualifie d'ailleurs ce vide de contradiction active. Non mais attendez, on passe d'un registre espagnol de 1900 qui nous certifie les 4 grands-parents en un clin d'œil grâce à une signature, à un acte français 2 ans plus tard qui coupe la moitié de l'arbre généalogique au couteau. C'est un contraste administratif fascinant, oui. Et le chercheur n'a pas essayé de contourner le problème. Il y a forcément des archives parallèles à Lyon, non? Il a essayé, bien sûr. Il a appliqué la même rigueur implacable. Il a fait fouiller les registres notariaux, l'état civil complet de Lyon de 1902 à 1930. Il espérait y trouver un acte de reconnaissance de paternité tardif, ou même une petite mention marginale sur un acte de mariage. Et alors? Et alors, la réponse des archives municipales a été sans appel. Rien.
Le silence administratif est total. C'est quand même là qu'on réalise les limites de la méthode, non? Enfin, les documents prouvent qu'Andrés et Antoinette se sont rencontrés, mais ils ne nous disent absolument pas comment. Ça soulève une question importante sur les limites des archives, en effet. Pire encore, on ignore la date et le lieu exact de leur mariage. C'est un angle mort documentaire de dingue. C'est l'événement le plus crucial de cette lignée, celui qui va fonder toute la famille en Espagne par la suite, et l'État français n'en a pour l'instant aucune trace accessible. C'est ça. C'est comme regarder un film dont on a volé le deuxième acte. On passe de la présentation des personnages à la conclusion. Mais c'est le prix à payer quand on s'en remet exclusivement à l'État pour raconter une vie. L'institution, elle, s'en fiche des regards échangés ou des hasards de la vie. Elle documente les impôts, les naissances, les contrats officiels. Et quand ces contrats manquent ou sont introuvables, l'histoire s'arrête net, du moins jusqu'à ce que nos sujets réintègrent une grille de lecture plus bavarde. Ce qui nous ramène directement en Espagne. Fin de l'expatriation française. Le couple s'installe à Madrid pour fonder une famille, juste avant un bouleversement historique majeur. Les années 30. Le 17 avril 1936, pour être exact. Quelques mois à peine avant le début de la guerre civile espagnole. Antoinette donne naissance à leur fils unique, à Madrid, au numéro 27 de la rue Bravo Murillo. Ce fils, c'est le futur docteur Andrés Aronis Reverchon, AAR. Sur l'acte de naissance de 1936, AB est déclaré comme viajanté, voyageur de commerce. C'est un métier de mouvement, ça. Oui, un métier souvent précaire, surtout à l'aube d'un conflit national aussi dévastateur, mais l'évolution professionnelle qui s'ensuit est captivante. En 1945, l'appareil d'État nous offre une nouvelle photographie de sa situation. Grâce aux archives générales de l'administration, la fameuse AGA. L'expédition 12 448, c'est ça, hein? Exactement. Et pourquoi l'administration s'intéresse soudainement à lui? Je me le demande. Parce qu'il a changé de statut. Ce dossier de 1945 l'identifie formellement comme platéro, orfèvre ou bijoutier, si vous préférez. Ah oui, on passe de représentant de commerce à artisan spécialisé. Et le travail des métaux précieux, c'est pas une mince affaire. C'est strictement encadré, surveillé et taxé par l'État. Surtout dans l'Espagne de l'après-guerre où l'économie est sous contrôle strict. Il faut des patentes, des autorisations. Voilà, et c'est ce qui génère cette trace dans la GA. Il devient propriétaire d'un établissement commercial en plein centre de Madrid, rue Bordadores au numéro 6. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que comment prouver que cette petite boutique de la rue Bordadores n'était pas juste, disons, une simple adresse fiscale? Comment prouver que c'était le centre névralgique de cette famille? C'est là que l'archive froide se heurte soudain à l'intime. Complètement. Le chercheur a trouvé une pièce à conviction minuscule, presque insignifiante pour l'État, mais d'une puissance émotionnelle dingue. Dans l'agenda personnel, écrit à la main du fils, on tombe sur une simple ligne. Bordadores, papa, suivi d'un numéro de téléphone. 266514. C'est magnifique de voir comment un simple numéro à 7 chiffres modifie notre perception du document officiel. Le registre de la JAD à 1945, il prouve son statut commercial, son existence fiscale. Ouais, Mais ce numéro griffonné dans l'agenda de son fils, ça ancre la famille dans une réalité socio-économique précise et quotidienne. Ça transforme un sujet d'étude abstrait en une voix qu'on peut presque entendre au bout du fil. et cette ascension, ce chemin parcouru depuis le jeune appelé de Valladolid, elle est même consacrée publiquement plus tard, Ah oui, en 1966. lors du mariage de son fils. La presse locale, le journal El Norte de Castilla, le mentionne en l'appelant respectueusement un industriel de Madrid. La consécration sociale. C'est inouï quand on y pense. Il naît d'un père andalo-murcien, exilé à Valladolid, il porte l'uniforme dans le chaos de Melilla, il cherche sa voie à Lyon où il épouse une fille de père inconnu, et il traverse la guerre civile pour finir notable, industriel et propriétaire de sa boutique d'orfèvre dans la capitale. Et tout ça strictement balisé par des tampons officiels. C'est vraiment l'édification d'une vie documentée étape par étape par la bureaucratie. Sauf que, si l'État enregistre les ascensions avec minutie, il enregistre avec la même froideur chirurgicale les effondrements. Malheureusement, oui. Et la fin de notre récit, ce que les archives révèlent à la toute fin des années 1970, c'est d'une brutalité sans nom. Une longue vie patiemment construite à Madrid s'achève soudainement et s'entraîne une tragédie intergénérationnelle foudroyante. C'est vraiment la clôture d'un cycle. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est fascinant et terrifiant de voir ça se dérouler en l'espace de 26 jours seulement, au printemps 1979. On passe soudainement des actes de naissance et des patentes commerciaux
au vocabulaire clinique, des certificats de décès. Le premier coup tombe le 10 mai 1979. À 17 heures précisément. Voilà. À son domicile, Plaza San Miguel numéro 8, à Madrid, Andrés Aronis Barroso meurt des suites d'un arrêt cardiaque et d'une tumeur intestinale. Et là encore, on voit l'intransigeance absolue du projet AirFine. La mémoire familiale disait qu'il était mort, je cite, « vers le 11 mai ». Et le chercheur a biffé cette approximation? Directement. Les archives disent le 10 mai. Donc c'est le 10 mai. La précision exigée ne tolère aucune marge d'erreur. Et il faut parler du lieu d'inhumation, parce que c'est un retour aux sources vertigineux. Il est enterré au grand cimetière de la Almudena. Mais pas n'importe où. Dans la sépulture familiale de la zone ancienne, le 90. Celle que son père avait achetée. Exactement. Celle que son propre père Antonio, ce même commerçant qui avait signé son acte de naissance, de sa propre main 79 ans plus tôt, avait acquise et inaugurée en 1916. L'acte de décès qui vient boucler la boucle initiée par l'acte de naissance de 1900. C'est ça. Le cycle est complet. Sauf que, si l'histoire s'arrêtait là, ce serait juste le récit classique d'une belle et longue vie qui s'achève. Mais la réalité des archives est implacable. Seulement 26 jours plus tard. 26 jours. C'est terrible. Le 5 juin 1979, le fils unique, le petit garçon né rue Bravo-Muriot, qui était devenu le docteur AR, meurt lui aussi, foudroyé par une hémorragie cérébrale. Il a seulement 43 ans. C'est le genre de synchronicité funeste qui vous glace le sang quand vous épluchez des bases de données d'état civil. En l'espace de même pas un mois, l'axe masculin entier de cette lignée madrilène est fauché. Le père et le fils rejoignent la même sépulture de l'Almudena à quelques semaines d'intervalle. Et l'archive d'État, elle ne pleure pas, elle aligne simplement les dates. C'est d'une froideur. Et pourtant, au milieu de ce drame expéditif, il reste une trace, un dernier fil qui refuse de se rompre. Antoinette. La survivante. La jeune fille de Lyon, celle dont on cherchait désespérément le père dans les archives françaises, elle survit à l'anéantissement de sa famille, en Espagne. Si l'on relie cela à son parcours, Antoinette fait preuve d'une résilience que les documents ne font que laisser deviner en filigrane. D'ailleurs, petite ironie de l'administration, les archives montrent qu'elle avait obtenu son DNI espagnol permanent, sa carte d'identité définitive, le 24 avril 1979. Juste avant les drames. Oui, à peine une poignée de jours avant que la tragédie ne commence en mai. Et elle survivra presque 20 ans à son mari et à son fils. 20 ans dans le même appartement? Oui. Elle restera la dernière résidente de cet appartement de la Plaza San Miguel jusqu'en 1998, date à laquelle elle rejoindra enfin, elle aussi, ce fameux quartier 90 de l'Almudena, le témoin silencieux de l'effondrement de sa famille. Franchement, ce que la méthodologie de ce projet nous enseigne, c'est vertigineux. Reconstruire une vie, c'est pas juste combler les blancs avec les couleurs rassurantes de l'imagination, c'est exiger des preuves matérielles pour chaque étape. De la plume trempée dans l'encre à Valladolid en 1900 jusqu'à la patente méticuleusement enregistrée par la JA en 1945. C'est refuser de dire qu'un homme a combattu dans le Rif, juste parce qu'une photo de lui en uniforme a l'air héroïque. Faire parler les silences entre un acte de naissance, une photo, un mariage introuvable et un simple numéro de téléphone. Et surtout, c'est avoir le courage de regarder le vide en face, de dire « on ne sait pas ». C'est en attente. L'État n'a rien enregistré. L'honnêteté intellectuelle de classer une information vitale comme pendiente, ça exige de faire le deuil du récit familial parfait. C'est une archéologie où les trous dans le sol sont finalement tout aussi importants que les objets qu'on y trouve. Absolument. Ce qui amène une réflexion inévitable, je pense, pour quiconque écoute cette analyse aujourd'hui. On vit dans une époque où on a la conviction absolue de laisser une trace indélébile. On génère des milliers de traces numériques par jour. Des localisations GPS, des centaines de photos avec nos amis, des agendas partagés sur le club. On se croit immortel numériquement parlant. Mais imaginons un instant qu'un siècle plus tard, un chercheur décide de reconstituer nos vies, en appliquant exactement les mêmes règles d'ingénierie strictes que ce projet AAR. Si tous ces serveurs privés s'effacent, et qui ne s'en remet qu'aux documents rigoureusement accrédités par les États, quelles parties fondamentales de notre humanité vont survivre ? C'est une excellente question. Si notre histoire n'est racontée que par nos impôts, nos patentes commerciales et nos actes de décès, quels rires, quelles rencontres et quels grands amours finiront à jamais classés sous la froide étiquette non répertoriée. On a peut-être plus de données aujourd'hui, mais au bout du compte, l'État a toujours le dernier mot sur ce qui constitue, légalement, une vie.